une fois qu'elles ont explosé. Les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie, mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps, et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible.
Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa. Sais-tu pourquoi l'océan est salé ? On n'en connaissait pas la raison jusqu'en 1979. La planète entière est recouverte par les océans et on n'avait aucune idée de l'origine de tout ce sel. On a d'abord pensé que les rivières en étaient la cause, car elles peuvent transporter des dépôts et des produits chimiques vers les étendues d'eau plus calmes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques sont tombés sur ce qu'on appelle les fumeurs noirs,
qu'ils ont compris qu'ils étaient la cause de l'eau salée. Il s'agit de cheminées hydrothermales situées le long de la dorsale médio-océanique qui ont été créées par des sédiments de sulfure de fer provenant des profondeurs du noyau terrestre. Les dinosaures ont disparu il y a longtemps. Mais la façon dont cela s'est produit a fait l'objet d'un débat houleux au sein de la communauté scientifique pendant très longtemps. Jusqu'en 1991 précisément, l'année où le cratère Chicxulub a été découvert. C'est un grand trou situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup affirment qu'il s'est formé lorsqu'un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Le matériau le plus ancien jamais trouvé sur notre planète s'avère être plus ancien que tout notre système solaire. La météorite Murchison a atterri en Australie en septembre 1969. Mais nous n'avons fait cette découverte stupéfiante qu'après qu'une nouvelle analyse de ces débris ait été faite en 2020 seulement. Sais-tu qu'il existe un gratte-ciel en corail caché sous l'océan et que nous n'avions aucune idée de son existence jusqu'à très récemment? En 2020, une équipe de scientifiques australiens est tombée dessus en cartographiant le nord de la Grande Barrière de Corail. Il mesure 500 mètres de haut, soit davantage que l'Empire State Building. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Sais-tu comment les montagnes sont apparues? On ne l'a pas su avant 1966, et cela concerne aussi les tremblements de terre et les volcans. On a donc envoyé des hommes dans l'espace avant même de comprendre comment et pourquoi la Terre sous nos pieds se met à trembler de temps en temps. Ce n'est qu'en 1966 qu'un scientifique nommé John Tuzo Wilson a publié un article dans la revue Nature, dans lequel il a expliqué que les continents et les océans se déplaçaient constamment. Il a également écrit sur l'activité tectonique, c'est-à-dire des phénomènes comme les tremblements de terre et la façon dont les montagnes s'élèvent à la surface de la Terre. Jusqu'en 2021, on n'avait pas encore cartographié une séquence complète du génome humain. Le concept de l'ADN a été présenté pour la première fois par un scientifique suisse en 1869. Mais les spécialistes ont continué d'ignorer la structure physique de l'ADN jusqu'à ce que Rosalind Franklin et Raymond Gosling l'aient photographié et aient découvert qu'il ressemblait à une double spirale. Tu t'es déjà demandé quel était le plus grand organisme vivant au monde ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont aussi posé la question, mais ils ne sont tombés dessus qu'en l'an 2000. Il s'agit d'un champignon qui vit à 1 mètre sous terre, mais qui, selon les estimations, s'étend sur 9 km². Situé dans la Malheur National Forest, au sein des Blue Mountains de l'est de l'Oregon, il est surnommé l'armillaire couleur de miel. Jusqu'en 2002, on ne savait pas ce qui se trouvait au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. On savait que la Terre tournait autour de quelque chose, mais il nous a fallu attendre le 21e siècle pour comprendre qu'il s'agissait d'un trou noir supermassif, d'une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, situé dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Cette découverte a eu lieu après l'invention du détecteur infrarouge de fumée. Si tu as du mal à imaginer devoir parcourir de longues distances sans valise à roulettes, sache qu'elle n'a pas fait son apparition avant 1970. Ce qui signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû trimballer leurs bagages à la main dans leur vaisseau spatial. La demande de brevet américain pour la valise à roulettes a été accordée en 1972. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Ils avaient des problèmes de vacillement et de basculement, car de grandes valises étaient montées sur des essieux très étroits. Si tu regardes des photos de stars de cinéma des années 1940, tu verras que leurs cheveux étaient bien coiffés et gominés. Sais-tu que, d'après des découvertes récentes, même les anciens Égyptiens utilisaient une telle substance pour mouler les cheveux? Toutefois, les stars des années 40 n'utilisaient pas notre version moderne du gel, car cette invention n'est apparue que dans les années 1960. Ce que les gens utilisaient pour se coiffer à l'époque s'appelait du Brylcreem, un produit à la consistance cireuse inventé en 1929. Le gel pour cheveux tel que nous le connaissons aujourd'hui est arrivé un peu plus tard et a été inventé par un homme nommé Luis Montoya. Il est rapidement devenu tendance car il n'était pas aussi gras que les produits précédents. À l'époque de la Rome antique, pour s'essuyer, les gens utilisaient des bâtons avec une éponge accrochée au bout. Des feuilles de papier individuellement parfumées, qui avaient la même fonction, semblent avoir existé en Chine dès l'an 589. Aux États-Unis, le papier médicamenteux pour le water closet a été commercialisé à la fin des années 1850. Mais la variante douce et confortable du papier toilette n'a été commercialisée que dans les années 1930, avec le bonus additionnel d'être complètement sans écharde, ce qui est fort appréciable.
Des recherches modernes ont révélé que les anneaux de Saturne ont moins de 100 millions d'années environ. Cela peut sembler beaucoup, mais si tu considères que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, cela change un peu la donne. Certaines espèces de requins sur Terre sont présentes dans nos eaux depuis 4 fois plus longtemps que les anneaux de Saturne. On a pu tirer cette conclusion étonnante à l'aide de données récentes concernant la masse des anneaux de Saturne et leur proportion de poussière de glace. Comme beaucoup d'entre nous ont de plus en plus recours au commerce en ligne de nos jours, il est difficile de considérer le supermarché traditionnel comme une invention révolutionnaire. Mais il n'existe pas depuis aussi longtemps que tu le penses. Sais-tu comment est apparu le premier supermarché ? En 1916, un commerçant du nom de Clarence Sanders avait besoin d'une solution pour rendre son travail moins pénible. Car, à l'époque, il devait choisir lui-même tous les produits dans les allées et les livrer aux clients. Il a donc pensé à un nouvel aménagement du magasin avec une entrée par tourniquet. Les gens devaient parcourir le magasin dans une seule direction. Il s'est également assuré qu'il passait devant tous les produits disponibles. Les clients pouvaient choisir eux-mêmes leurs articles et devaient rapporter leurs produits chez eux. Le propriétaire du magasin pouvait drastiquement baisser ses prix puisqu'il avait besoin de moins de personnel pour gérer son entreprise. Savais-tu qu'il existe encore un État américain où le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ? Le port de la ceinture de sécurité a longtemps été optionnel, mais les gens étant ce qu'ils sont, il a fallu mettre en place une règle plus stricte. L'État de New York a été le premier à adopter une loi qui rendait obligatoire le port de la ceinture de sécurité au volant, mais c'était seulement le 1er décembre 1984. Dans le New Hampshire, cependant, il n'y a encore aucune loi sur le sujet. L'ouvre-boîte moderne, celui avec la roulette dentée qui tourne, a été introduit sur le marché en 1870. Ce n'est peut-être pas très remarquable, mais cela semble étrange quand on pense que les aliments en conserve étaient déjà disponibles depuis plusieurs décennies. Avant cette invention, il fallait littéralement découper le haut de la boîte, près du bord extérieur, avec un ciseau et un marteau. Tu avais donc ta séance de sport en même temps que ton repas. Sais-tu que l'heure normalisée n'est devenue applicable par la loi qu'en 1880 ? Le système actuel que nous utilisons aujourd'hui, GMT, pour Greenwich Mean Time, est devenu une pratique courante dans la plupart des pays encore plus tard, quelque part vers la fin des années 1920. Avant, on avait simplement l'habitude d'estimer l'heure qu'il était en regardant la position du soleil dans le ciel. On a ensuite évolué vers l'utilisation d'horloges, mais elle dépendait toujours de la position du soleil dans une ville ou un village particulier. Cela signifie que l'heure pouvait différer légèrement entre deux communautés voisines. Et ce n'était pas si grave jusqu'à l'invention des trains. Comme on a commencé à voyager plus vite et sur de plus longues distances, il fallait trouver un moyen de savoir quand un train partirait et atteindrait une certaine destination, ce qui aurait été utile à tous les voyageurs dans divers endroits. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit.
Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir, et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça, et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie, et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir.
S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant.